Bonjour à toutes et à tous, je suis Juliette Moreau, l'adjointe à la chef de service du soutien au documentaire de la direction de l'audiovisuel. Quelques mots rapides d'introduction avant de laisser la parole à mes camarades d'Arte et de la SCAM qui reviendront plus en détail sur la thématique de cette journée qui est l'image manquante et sur le déroulé des échanges. Je voulais commencer par vous remercier d'être venus en cette première matinée de printemps pour cette 5e session de Matière à penser. Au nom de toutes les équipes du CNC qui aident au quotidien le documentaire et qui aiment profondément ce genre, merci et bienvenue à tous. Merci également aux personnes qui nous suivent sur la salle virtuelle d'Arte. Je sais que vous êtes à chaque fois très nombreuses et nombreux et on est vraiment très contents. Pour celles et ceux, s'il y en a encore, qui auraient manqué les épisodes de la saison précédente, Matière à penser, c'est quoi? Matière à penser, c'est un cycle de réflexion qui a été conçu par Arte et la SCAM dans le cadre de l'année du documentaire et à laquelle le CNC s'est joint avec grand plaisir. L'année dernière, entre mars et novembre, 4 journées de réflexion ont été organisées ici et dans les locaux de la SCAM autour de thématiques aussi riches que passionnantes. Je et nous, du singulier vers l'universel, fortunes et infortunes du personnage documentaire, racontés avec les images des autres, et enfin, le documentaire a-t-il un genre? J'en profite pour vous rappeler que si vous les aviez manqués ou avez envie de les revoir, les replays de ces 4 précédentes sessions sont disponibles sur la chaîne YouTube du CNC ou encore sur le site de la SCAM. L'année du documentaire a été l'occasion de célébrer ce genre tout au long de l'année par un certain nombre d'événements et d'initiatives que je ne vais pas toutes reciter ici. Si l'année 2023 est bien terminée, notre amour commun pour le documentaire, lui, ne s'arrête évidemment pas là et la dynamique se poursuit. C'est pourquoi nous sommes donc particulièrement ravis de vous retrouver ici pour prolonger cette aventure avec vous, avec ce 5e volet de Matière à penser. Particulièrement ravis, car ces journées nous permettent de nous retrouver pour collectivement prendre de la hauteur, réfléchir et penser le documentaire. Avant de laisser, pour de bon cette fois, la parole à mes camarades et partenaires d'Arte et de la SCAM, je voulais les remercier à nouveau pour cette magnifique initiative et pour la poursuivre avec nous. Un dernier et chaleureux merci à nos intervenants d'avoir accepté de participer à nos échanges aujourd'hui. Et enfin, à toutes et à tous, je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour, alors je vais faire très court. Je suis Camille Ménager, réalisatrice, autrice, et à la SCAM, j'ai quelques fonctions d'administratrice et de présidente de la commission audiovisuelle. Je ne vais pas vous faire un long moment sur ce que c'est que la SCAM, donc société d'auteurs qui rassemble environ 52 000 auteurs et autrices qui racontent le réel sous toutes ses formes. Alors, Rémi Lenné, président de la SCAM, était censé introduire cette journée. Il vous prie d'excuser son absence. Il est en train de défendre la série documentaire à Lille, à Sérimania, et il nous rejoindra dans l'après-midi. Voilà. Alors, quand on aime, quand on fait, quand on diffuse, quand on regarde du documentaire, évidemment, la question de l'image manquante, ou même l'image tout court, mais l'image manquante est fondamentale. Comment incarner des réalités dépossédées d'images quand ces images viennent à manquer, quelles que soient les raisons de ce manque. C'est le fil rouge qui va guider notre journée. J'aurai le plaisir de commencer, d'introduire avec Raphaël Branche. Fabrice Puchot, à mes côtés pour Arte, continuera avec une table ronde où il accueillera Riti Pan et Christophe Bataille. Quant à l'après-midi, ce sera une étude de cas Asimov, l'étrange testament du père des robots, qui est un film assez fantastique de Mathias Théry, qui en parlera donc aux côtés de Jean-Michel Frodon. Et enfin, la dernière table ronde sera consacrée aux récits manquants, aux femmes, les récits manquants, avec les intervenantes que vous voyez ici à l'écran. Je vous remercie d'être présente. La SCAM est actuellement en travaux et on espère vraiment que pour une fantastique 6e journée de Matière à penser qui viendrait être organisée, ce serait dans les nouveaux locaux à l'automne, éventuellement. Merci beaucoup et je laisse la parole à Fabrice. Merci. Merci beaucoup Camille. Oui, alors merci d'être là, je le redis, parce que c'est vraiment sympathique que vous soyez là. Merci aussi aux intervenants qui prennent de leur temps pour être là. Pourquoi on a voulu l'image manquante? Parce que notre travail, c'est de réfléchir ici, et pour échanger dans un mariage, dans un dialogue entre chercheurs, romancières, chercheurs, chercheuses, écrivaines, mais aussi autrices et auteurs de documentaires, d'essayer sans cesse que ce dialogue existe. Et la question de mise en scène est centrale. Et donc, dans l'image manquante, il y a une des questions essentielles. Parfois, il y a
c'est pas exactement le bon mot, mais il y a un hors-champ qui hurle, qui crie. Le manque est, oui, parfois insupportable de ces images. Et ce manque produit des braises qui ronflent et qui ronflent sans cesse sous la cendre et qui n'aident pas à faire société, qui n'aident pas à faire politique, qui n'aident pas à faire du commun. Et c'est un peu pour ça qu'on voulait adresser cette question. Et puis, parce que cette question de qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on produit comme image, c'est une question d'écriture, de regard, de point de vue, au sens où celui-ci organise véritablement le documentaire et organise la question du documentaire. Parce que c'est vrai que j'aime penser le documentaire comme un art de la question plus que de l'affirmation, comme un outil de recherche. Alors que faire quand l'image manque? Eh bien, c'est parfois l'idée que ce manque est source de récit, même si cela peut sembler contradictoire, et même s'il y a des manques qui aujourd'hui sont particulièrement brutaux, des manques d'images qui sont pas, c'est un peu contradictoire tout cela, et c'est là que c'est beau et intéressant. Mais néanmoins, il y a des manques qui sont particulièrement criants et brutaux aujourd'hui. Je pense évidemment à l'absence d'images de Gaza, qui n'existent pas. Parce qu'il est impossible de faire des images aujourd'hui à Gaza. Il y a quelques très courageux journalistes mandatés par l'AFP notamment. Mais voilà, ce manque-là est un manque politique. Mais ce manque est aussi une façon de faire du cinéma. Ce manque permet une création spécifique. Voilà, c'est cette contradiction qui est au cœur de ce qu'on va travailler aujourd'hui. Et on l'a mis sous le signe de l'image manquante, parce que l'image manquante, c'est aussi le titre d'un film, et d'un immense film qui nous inspire, en tout cas, enfin moi qui m'inspire toujours. Et je citerai pour finir Ritty et Christophe Bataille qui ont écrit parce qu'une image manque, on fait du cinéma. Je vous remercie beaucoup d'être là. Et à toi, Camille, pour commencer cette journée. Alors, on a ainsi remercié, donc j'entre directement dans le vif du sujet. J'ai à mes côtés, c'est vraiment un très grand plaisir d'avoir Raphaëlle Branche, donc historienne, spécialiste de la guerre en Algérie, à laquelle tu as consacré la majorité de tes recherches. Alors, on se tutoie, n'y voyez pas une espèce d'entre-soi un peu désagréable, mais plutôt de la camaraderie professionnelle. Pour les anciens étudiants en histoire contemporaine du tout début des années 2000, je pense qu'on a tous été très marqués par l'apparition de La torture et l'armée. Ça a été assez fondateur pour tous les thèmes de recherche que nous pouvions explorer à ce moment-là. Tu es professeur d'histoire contemporaine à l'université de Paris-Nanterre, avec un pied quand même dans le documentaire, et le bon. Tu as co-signé récemment pour Arte une série documentaire qui s'appelle En guerre pour l'Algérie, produite par l'INA et réalisée par Raphaël Lewandowski, et un peu plus auparavant écrit et coécrit avec Rémi Lenné, Palestro, Algérie, histoire d'une embuscade. Quand on a échangé un petit peu pour travailler ce thème de l'image manquante, il t'a semblé important et assez immédiatement important de mentionner un film, et donc c'est donc de ce film dont on va parler ce matin pour introduire cette journée, peut-être pour essayer de définir ce que c'est que l'image manquante. On n'y arrivera probablement pas. Il s'agit de Muriel ou Le temps d'un retour, dont je vais te laisser parler, donc d'Alain Resnais. On en verra un petit extrait après pour l'avoir un petit peu en tête. Mais qu'est-ce qui te semblait important et pourquoi démarrer avec ce film-là ? Merci de l'invitation. Je ne suis pas du tout réalisatrice, contrairement à ce qu'il y a écrit là-haut. Pas du tout. Mais alors, pourquoi ce film ? Parce que moi, il m'a nourri, en fait, tout bêtement, très égoïstement. Il m'a beaucoup nourri. C'est un film de fiction, mais vous verrez que... Enfin, vous le connaissez sans doute, mais c'est vraiment un film qui réfléchit vraiment sur la matière cinématographique, qu'elle soit documentaire et fiction, finalement, importe peu, puisque c'est un jeu perpétuel sur les chevauchements du son et de l'image,
La bande-son, la musique est incroyable, mais voilà, c'est vraiment un film qui réfléchit sur ça, sur les brisures et sur la mémoire qui rejaillit, qui surgit à l'occasion de failles. Donc voilà, c'est vraiment un film qui peut... Enfin voilà, une réflexion, je crois, que nous propose Resnais, qui à ce moment-là est plutôt au début de sa carrière, puisqu'il a notamment écrit Nuit et brouillard avec Jean Cayrol, qui écrit aussi Muriel. Donc il y a une espèce de fil là entre les deux réflexions des deux hommes. Et pourquoi j'ai pensé immédiatement à ce film, c'est parce que le cœur du film, je raconte là peut-être, hein, le cœur du film est occupé par une scène autour d'une image manquante en fait. Donc voilà, c'était l'envie. Peut-être tu donnes juste 2 mots de contexte de ce qui se passe dans le film et après on montre un extrait. Qu'est-ce qu'il raconte? En fait, c'est un film qui sort en 1963 et qui parle notamment, à travers un des 2 personnages principaux, de la guerre d'Algérie qui vient de se terminer, puisque c'est 1962, la fin de la guerre d'indépendance algérienne. Donc Bernard, le personnage qu'on va entendre là, qui raconte, est un appelé qui revient d'Algérie et qui, en gros, n'arrive pas à se réadapter à la vie ordinaire de la France. Et on le voit en trouble et on le voit tout le temps se trimballer avec une caméra à la main dans Boulogne-sur-Mer détruite et en train d'être construite. Et il dit « je cherche des preuves, je cherche des preuves ». Et à un moment, il croise un homme dont on comprend qu'il a été peut-être son supérieur en Algérie qui lui dit « tu veux raconter Muriel ? Muriel, ça ne se raconte pas ». Et au cœur du film, en fait, il tente un récit de ce qui s'appellera donc pour nous et uniquement Muriel. Voilà. Alors, on va montrer le petit extrait. Personne n'avait connu cette femme avant. J'ai traversé le bureau où je travaillais, recouvert la machine à écrire. J'ai traversé la cour. On y voyait encore. Le hangar était au fond, avec les munitions. D'abord, je ne l'ai pas vue. C'est en m'approchant de la table que j'ai buté sur elle. Elle avait l'air de dormir, mais elle tremblait de partout. On me dit qu'elle s'appelle Muriel. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne devait pas être son vrai nom. On était bien 5 autour d'elle. On discutait. Il fallait qu'elle parle avant la nuit. Robert s'est baissé et l'a retourné. Muriel a gémi. Il avait mis son bras sur ses yeux. On la lâche. Elle retombe comme un paquet. C'est alors que ça recommence. On la tire par les chevilles au milieu du hangar pour mieux la voir. Robert lui donne des coups de pied dans les hanches. Il prend une lampe torche, la braque sur elle. Les lèvres sont gonflées, pleines d'écume. Voilà, alors c'est donc le début de cette scène-là, qui dure un peu plus longtemps, 4-5 minutes. Il y a un dialogue qui semble s'opérer entre le son et l'image, l'image ne montrant pas ce que le son raconte. Qu'est-ce qu'a voulu faire Resnais à ça? En fait, le démarrage, c'est vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'on est dans le film qui se passe à Boulogne, quelque part à la fin de la guerre d'Algérie, on ne sait pas bien quand. Et tout d'un coup, sans transition, on a ces images sales, amateurs, qui sont, dans lesquelles on est littéralement projeté. Et on comprendra le dispositif filmique qu'à la fin, au bout de 3 minutes, où on voit qu'en fait, Bernard est en train de projeter des images Super 8 à un spectateur. Et donc là, on a une mise en abîme puisqu'on est derrière le spectateur et qu'on voit cette espèce de... Voilà, ça dézoome, quoi, finalement. Mais au départ, on ne sait pas quoi penser, on ne sait pas ce que sont ces images et on comprend encore moins ce qu'est ce récit. Donc oui, la première chose que je me suis dite, c'est... Resnais, il fait de la fiction, donc il a le pouvoir de mettre en image la torture, puisqu'il s'agit d'une scène de torture. Il a le pouvoir. Il choisit de ne pas l'utiliser
Et il choisit justement la matière première du documentaire, c'est-à-dire, enfin, une des matières premières, c'est l'image amateur, en fait. Alors, j'ai toujours pas réussi à savoir ce que c'était que ces images amateurs. Si quelqu'un sait, je suis preneuse. Il les a filmées lui-même. Ouais, voilà. Mais elles sont typiques des comme ça. Il y en a plein. Elles sont tout à fait représentatives de ce que les soldats qui avaient les moyens pouvaient filmer. Et donc, effectivement, la première chose, c'est qu'il y a un jeu sur ce que l'image cache. Enfin, l'image comme une espèce d'écran et le récit qui prendrait la place ou dirait l'absence d'image parce que voilà, il y a une telle il y a un tel décalage entre eux. Si on se contente de regarder les soldats, entre ce qu'il dit de ce que font les soldats dans une scène de torture et ce que font les soldats à l'image, il y a un décalage énorme qui évidemment nous, enfin je crois, nous perturbe sur la vérité de l'image. En fait, c'est quoi cette image, à quoi elle sert? Mais ce que je trouve plus fort encore dans le choix de Resnais, et on n'a pas vu là dans l'extrait exactement ce choix qu'il fait, en fait, il va faire coller certaines paroles de Bernard avec l'image. C'est-à-dire que cette impression de décalage, ce premier niveau qui est il y a de l'immontrable. Voilà, la violence de la torture, c'est immontrable, mais on peut la prendre en charge par le récit. On a un peu l'impression que c'est ça que ça nous dit d'abord. En fait, il creuse ça à certains moments de l'image où précisément Bernard dit, par exemple, j'ai plus les phrases en tête, mais il dit les soldats fument une cigarette ou non, pardon. Il dit l'utilisation de la cigarette dans la scène de torture, où il dit l'utilisation de l'eau comme méthode de torture. Et à ce moment-là, on voit à l'image des soldats qui fument une cigarette en train de discuter, ou des soldats qui plongent dans une piscine pour s'amuser. C'est-à-dire qu'en fait, il me semble que là, il suggère aussi que les images mentales qui vont nous venir quand on va entendre Bernard dire « il fume une cigarette », mais ça va pas forcément être les bonnes. Ça ne correspond pas à l'intensité de la scène de torture qui finalement se dérobe peut-être toujours à notre capacité à l'imaginer. J'en sais rien, mais enfin voilà, moi ça m'a beaucoup plu pour ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de système de double fond permanent. La mise en abîme, mais elle est à plusieurs étages. Et finalement, qu'est-ce qui reste? Un doute global sur les images. C'est très clair, je crois, d'emblée. Ces images sont le paravent du réel et même sur les mots, en fait. Et ce qu'on n'a pas dans là, mais même Muriel, et je ne sais pas s'il le dit dans ce qu'on a entendu, je ne sais pas si c'était son nom. Ben voilà, évidemment que c'était pas son nom, hein, c'était vraisemblablement pas son nom. Donc il n'a pas grand-chose, il n'a rien. En fait, il n'a que son traumatisme. Et c'est évidemment de ça que parle cette scène, et de son désir de transmettre avec les moyens qu'il a, c'est-à-dire ces images qu'il essaie tout le temps de produire tout au long du film pour faire des preuves. Il dit ça, je cherche des preuves. Et cette espèce de perpétuel échappatoire, enfin échapper, ça échappe, voilà, pardon, de la capacité, mais évidemment il renonce pas. Et évidemment on renonce pas. Je pense que c'est le sens de la journée. On renonce pas, même quand on n'a pas d'image. Voilà. Justement, dans le cas des violences coloniales ou des violences pendant la guerre d'indépendance en Algérie, qu'est-ce qui existe comme image? Est-ce que tu penses qu'utiliser des images qui auraient vraiment montré, des images documentaires, on va dire réelles, qui auraient montré la violence, ça aurait eu un impact différent sur notre propre imaginaire par rapport à ce que fait Resnais, par exemple, quand lui, il fait l'inverse, c'est-à-dire il ne montre pas ce qu'il dit ou il dit ce qu'il ne montre pas. Est-ce que ça aurait été différent, à ton avis, par rapport à toi, ce que tu connais des images qui peuvent exister, des violences coloniales, en utilisant de la vraie image documentaire, l'image filmée ou photographique d'ailleurs? Je pense que vous avez tous et toutes un avis sur cette question dans la salle, beaucoup plus éclairé que moi. Non, justement, parce que toi, tu as la pratique historienne de ces questions. Non, mais en fait, je pense que c'est l'image de la violence et de la violence dans ses formes peut-être les plus extrêmes. Enfin, voilà, c'est compliqué, effectivement. On sait très bien, et même le récit, en réalité, il n'y a pas besoin de l'image pour ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que l'image ou le récit risque de sidérer.
Ça risque de nous priver de notre capacité d'intelligence parce que voilà, on est dans une espèce de stupéfaction comme ça. Et le récit peut aussi produire ça. Donc je pense que cet équilibre, en tout cas moi je me le pose comme historienne quand j'écris, cet équilibre entre montrer, parce que c'est important de montrer, face à, en histoire contemporaine, il y a quand même la tentation du négationnisme, donc il faut produire des preuves, et montrer, ça fait partie de produire des preuves, et ne pas priver le spectateur et la spectatrice de sa capacité de comprendre de manière autonome, c'est-à-dire on ne va pas lui expliquer ce qu'il faut penser de ce qu'il voit ou de ce qu'on lui raconte. Voilà, c'est cette espèce de tension que je trouve particulièrement compliquée au cinéma, dans le documentaire ou dans la fiction, parce que le temps n'appartient pas au spectateur ou aux spectatrices, alors que le temps appartient au lecteur ou à la lectrice qui peut poser le livre quand c'est insupportable. Donc le pouvoir des hommes et des femmes d'image est beaucoup plus important de ce point de vue-là, et donc votre responsabilité aussi, je trouve, enfin la nôtre quand j'en fais aussi, d'autant plus importante. Donc voilà, ça dépend, j'imagine, il faut arbitrer, mais dans le cas de ces violences extrêmes-là, comme c'est dans le cas dans d'autres périodes historiques, mais celles que je connais de la colonisation et de l'Algérie et de la guerre, il n'y a pas beaucoup d'images en fait. Il y a très peu d'images. Et des images de torture filmées, moi je n'en connais pas. Je connais quelques photos, c'est tout. Il y en a peut-être, hein, mais voilà. Donc ça veut dire qu'en tout cas, elles ne sont pas hyper faciles à trouver si elles existent. Et en fait, je rebondis, c'est ça qui me paraît intéressant de raconter. C'est-à-dire à quelles conditions des images ont pu exister et qu'est-ce que le fait qu'elles n'aient pas existé, mais ça c'est aussi Ritipane et l'image manquante, bien sûr, en quoi ça nous intéresse en fait. Donc pas forcément combler, hein, c'est toujours la question. Pas combler, mais éclairer le manque et donner du sens au manque. Enfin, produire à partir de l'analyse du manque du sens. Travailler davantage sur travailler la narration davantage sur la condition de production des images, leur absence ou leur manque ou pas. Là, on parle d'images manquantes, mais on pourrait parler d'images absentes en enlevant ce qu'induit le manque, enfin le terme de manque, davantage que de plaquer un récit sur des images tu appelles ça des images de comblement, mais donc des images, on va dire, contextuelles. Parce que par exemple, comment il existe des documentaires sur la guerre en Algérie. Comment au mieux raconter la guerre, la violence, etc., ou tout ce qu'on a envie de raconter quand on s'intéresse à la guerre en Algérie, quand on n'a pas d'image, ou dès qu'on fait un petit pas de côté, est-ce qu'on devient falsificateur nous-mêmes des faits, ou qu'est-ce qu'on produit quand on utilise des images qui sont un petit peu à côté? Alors, je pense que quand on fait du documentaire historique ou quand on parle d'une réalité qui n'est pas celle des spectateurs ou des spectatrices, l'enjeu il est redoublé. L'enjeu de la nécessité de mettre une image, il est redoublé du fait que de cette question de l'image mentale. C'est-à-dire qu'à un moment, à partir de quoi on produit nos images mentales. Et donc, si je dis un bombardement au napalm, voilà, qu'est-ce que ça va vous évoquer? Vraisemblablement plus Apocalypse Now que l'Algérie. Mais oui, mais c'est un problème parce que c'est pas du tout les mêmes avions, c'est pas du tout les mêmes manières de brûler, c'est pas les mêmes. Voilà. Donc il y a peut-être besoin aussi pour certaines images mentales, d'être averti du fait que voilà, on peut, si on ne les propose pas en images réelles, il y a peut-être des risques de misperception, enfin de décalage dans la perception. Et en fait, ça c'est aussi voilà, éclairer les conditions de possibilité, c'est vraiment ça une démarche d'histoire en fait, c'est-à-dire, mais en fait de déconstruction de vos sources aussi, j'imagine, c'est-à-dire pourquoi en fait ces images sont à ma disposition. En fait, je pense qu'il faut d'abord s'en méfier quand on fait un film. Pourquoi j'ai trouvé ces images, hein, quelles sont celles que j'ai pas trouvées et qu'il faudrait que je cherche? Et pourquoi est-ce qu'on me propose ça comme image finalement quand je cherche dans, je sais pas, les bases de données ou bref, peu importe. Et déjà comprendre de quoi on est les contemporaines et s'en méfier. Donc pour répondre à ta question, moi j'ai un exemple évidemment très précis en tête qui est l'embuscade de Palestro sur laquelle j'ai longuement travaillé pour essayer de comprendre pourquoi elle avait marqué l'imaginaire français. C'est une embuscade pendant la guerre d'Algérie en 1956 dans laquelle une section française est tuée. Donc c'est à la fois très meurtrier à l'échelle de ce qu'est la guerre d'Algérie pour l'armée française et pas extraordinaire. Il y en a d'autres, des embuscades, parfois plus meurtrières. Et pourtant, c'est celle-là qui domine dans l'imaginaire. Donc c'est ça qui m'a interpellée comme historienne, de comprendre pourquoi
alors qu'il n'y avait pas objectivement de différence avec d'autres embuscades, c'était celle-là qui avait imprimé l'imaginaire français de l'époque. Et donc j'ai travaillé sur l'imaginaire, mais peu importe, je ne vais pas vous raconter ça, mais quand on a travaillé pour adapter mon livre en documentaire avec Rémi Lenné, la question s'est posée de, voilà, est-ce qu'on donne des images ? Donc on cherche des images, il n'y a pas d'image. Il n'y a aucune image. Ça n'empêche pas certains autres documentaires sur la guerre d'Algérie de mettre des images de corps mutilés quand ils parlent de l'embuscade de Palestro. Donc d'autres documentaristes font d'autres choix. En tant qu'historienne, moi, ça me choque terriblement parce que je ne peux pas faire ça. Mais en tout cas, voilà, il y a d'autres choix qui ont été faits d'utiliser d'autres corps pour illustrer des corps mutilés. C'est d'autant plus gênant. On peut peut-être discuter du fait qu'il y a une légitimité à le faire pour certaines raisons, mais pour moi, c'est d'autant plus gênant que dans le cas de l'embuscade de Palestro, les corps n'ont pas été mutilés. En fait, il se dit que les corps ont été mutilés. Le mythe et une des raisons de la force de l'imaginaire, c'est l'imaginaire de la mutilation qui renvoie le rapport de la France à l'Algérie, qui renvoie à la force du lieu, Palestro, dans l'histoire coloniale française, enfin plein de choses. Mais précisément, personne n'a apporté la preuve de ces mutilations. C'est de mon point de vue, c'est un mythe. Alors, quand des documentaristes l'illustrent, je trouve qu'ils font une double faute d'une certaine manière. Donc, voilà, mais j'aimerais en discuter avec eux sans doute, mais voilà. Donc là, en l'occurrence, je trouvais plus intéressant de montrer pourquoi il n'y avait pas d'image, contrairement à ce qu'on croit. Et voilà. Et donc c'est un autre sujet, mais voilà, pourquoi il n'y a pas d'image à l'époque ? Parce qu'il n'y a pas de reporter, il y a une interdiction d'accès au terrain. Enfin, et d'autant que le manque d'image lui-même, à l'époque, le manque contemporain d'image lui-même a nourri cet imaginaire sur Non, puis les images ont été fabriquées. C'est-à-dire qu'à l'époque, on est en guerre, on voit bien ça aujourd'hui, on est en guerre, donc il faut évidemment se méfier de toutes les images. Et donc la propagande française produit des images pour dire l'horreur, la barbarie, la sauvagerie, etc. Et donc la mutilation, rien que le mot, et c'est aussi le mot dégorgement et démasculation, ces mots-là, ils ont une puissance évocatrice énorme. Donc voilà. Et si en plus on met des images, ce qu'a fait la propagande française de l'époque, et si on continue à le faire, on est finalement toujours un peu dans cette lignée. Alors, je me permets de regarder l'heure. Pardon. Ça va, 5 minutes. Pour finir, peut-être que je parlais tout à l'heure de la connotation du manque et de l'utilisation d'un terme d'absence d'image. Comment on pourrait... est-ce qu'il y a des différentes catégories d'images manquantes, selon toi ? Pour quelles raisons, finalement, manquent-elles ? Elles peuvent être très diverses, ces raisons. Elles sont d'ailleurs pas forcément... Il n'y a pas forcément de raisons ni politiques ou quoi, mais quelles sont les différentes raisons du manque ? Alors ça aussi, je pense que... j'ai bien vu la présentation de la journée où il y avait déjà une espèce de typologie des images manquantes. Moi, en tant qu'historienne, j'essaie plutôt de réfléchir comme ça, c'est-à-dire... Il faut revenir aux questions techniques de production des images. C'est-à-dire, on n'a pas les mêmes capacités à enregistrer le réel selon les endroits, selon les moments, bien sûr, selon les budgets. Donc voilà, ça c'est vraiment... Donc voilà, ne pas surinterpréter le manque, ne pas surpolitiser le manque, par exemple. Donc se rappeler, c'est sans doute une évidence pour vous, mais en histoire, parfois pas la dimension technique du réel échappe parfois à mes collègues et à moi aussi, bien sûr. Mais voilà, donc non, il y a un vrai verrou technique, j'imagine, et puis contextuel, politique, et donc s'intéresser encore une fois, aux conditions de possibilité d'une image. C'est-à-dire, est-ce qu'on a trouvé intéressant de filmer un certain nombre de choses à une époque ? Qu'est-ce qui fait quand le film est cher que les 2 minutes qu'on a de bobine, on va les utiliser à filmer ça plutôt que ça ? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une sensibilité d'une époque qui fait que voilà, ça, c'est perçu comme valant le coup d'être enregistré pour des gens qui ont une caméra. Voilà. Après, il y a la question, pareil, là aussi, comme historienne, je vous réponds, de conservation, et vous le savez bien, la fragilité du film, etc. Donc, il y a des images juste qui ont disparu pour des raisons purement et tristement de support. Et puis les conditions de production, c'est aussi les interdits, la censure, les thèmes interdits, les destructions d'images. Dans le cas de l'Algérie, précisément, quels sont-ils à l'époque et aujourd'hui ? Alors, à l'époque de la guerre d'Algérie, donc qui n'est pas une guerre, et ça c'est intéressant de comprendre le contexte, parce que qui dit que c'est pas une guerre dit que la censure peut pas être frontale, mais en réalité elle l'est quand même. Voilà, donc
tout simplement, l'accès au terrain militaire est interdit, par exemple. Totalement interdit. On n'a pas le droit d'avoir une caméra. Je parle des soldats, là, qui n'ont pas le droit de filmer. Évidemment, il n'y a aucun journaliste autorisé. Et donc, il y a quelques journalistes un peu embedded, c'est-à-dire qui sont appelés à venir quand on a besoin d'eux, mais voilà, dans des mises en scène qui sont préparées par l'armée. Inversement, le pouvoir de l'image est très important dans la guerre d'Algérie, c'est un grand moment d'émergence de ce que l'armée appelle l'action psychologique, la guerre psychologique. Donc on fait la guerre avec les images, et donc on va produire beaucoup de photos et de films à destination des civils algériens. Et donc il y a des cinémas itinérants en Algérie où on dresse un drap et on projette devant des villageois plus ou moins volontaires pour être là, des images qui vont expliquer l'intérêt de soutenir l'Algérie française. Donc voilà, donc l'image, c'est évidemment une matière politique profondément dans cette guerre. Et aujourd'hui, il n'y a pas spécifiquement de restriction à l'accès d'images, justement, de la guerre. C'est-à-dire que, parce qu'ils n'avaient pas le droit de filmer, mais pour autant, certains filmaient, certains appelés ou rappelés filmaient. N'envoyaient pas forcément leurs images, mais bon, il y a eu quand même une circulation des images qui s'est opérée soit à ce moment-là, soit après. Non, à ma connaissance. En fait, ce qui est très, très intéressant dans le moment qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire qu'on est 60 ans après la fin de la guerre, les appelés, ils avaient une vingtaine d'années, et donc depuis moins de 10 ans, il y a vraiment un mouvement de versement dans les cinémathèques en France de films amateurs. Et donc d'appelés, mais aussi de Français d'Algérie, ceux qui avaient des caméras à l'époque, beaucoup moins d'Algériens évidemment sont capables à l'époque d'accéder à ça. Et donc ça donne un renouvellement pour le documentaire qui est très intéressant, parce qu'on a vraiment, et dans la série documentaire que j'ai coécrite avec Raphaël Lewandowski, on a beaucoup utilisé ces images amateurs qui n'étaient pas disponibles il y a 15 ans, enfin qui étaient beaucoup moins disponibles il y a 15 ans. Donc ça, c'est vraiment, on peut s'en féliciter. Donc c'est pas du tout un obstacle politique, c'est juste que ça dormait dans les greniers, et que maintenant, et puis qu'il y a un investissement pour les restaurer aussi, donc c'est plutôt chouette. C'est encourageant, c'est que l'image manquante d'avant. Voilà, mais il y a un déficit colonial qui est toujours là entre ce que les Français ont pu enregistrer et ce que les Algériens ont pu enregistrer. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël. On va s'arrêter là. Merci à vous. Alors, je vais pas présenter, enfin si, je vais le présenter quand même, rien que par politesse, Ritipan, donc le réalisateur de ce film qui s'appelle L'image manquante et qui a donné aussi le titre à cette journée. Ritipan, vous connaissez sa filmographie, son immense filmographie, non pas forcément en termes de nombre de titres, mais de travail en profondeur notamment sur le cinéma, à propos du génocide khmer, mais aussi, et de cette période politique, mais aussi d'autres éléments. Le film L'image manquante a reçu le prix Un certain regard au Festival de Cannes, et le dernier film sur lequel vous avez travaillé ensemble a lui reçu un ours d'argent au Festival de Berlin. C'était il y a 2 ans, c'est ça, hein? C'était il y a 2 ans. Everything Will Be Okay, il y a 2 ans. Donc voilà. Alors c'est un travail particulier, le travail de Riti, parce que c'est pas un travail tout à fait solitaire. C'est un travail permanent avec Christophe Bataille qui est là. Christophe Bataille est écrivain. Christophe Bataille est romancier. Christophe, vous avez vu sur la fiche de présentation que Christophe a évidemment son propre travail. Il est aussi éditeur. Mais les textes des films sont écrits à 4 mains, véritablement. Et Christophe n'est pas le traducteur du tout de Riti. Christophe n'est pas l'interprète, mais c'est un... Son esclave. Comment ? Je suis son esclave. Voilà, c'est ça. Alors ça, je ne sais pas si Riti dirait la même chose. Hein. Si, il le dit aussi, oui, en rigolant, oui. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est ce rapport entre l'écriture et l'image, qui est particulièrement marqué. On le voit bien dans Muriel, d'ailleurs. Parce que j'avais oublié, c'est le récit, la voix, la parole doit être construite quand l'image manque ou quand l'image finalement manque, mais il est peut-être bien de ne pas la montrer à cause de l'effet de sidération dont vous parlez. Donc le travail de Christophe et de Riti est un travail assez passionnant, parce que là j'ai pris 2 des bouquins, hein. N'oubliez pas, L'image manquante est
paru chez Grasset. C'est aussi un livre. Et si vous vous intéressez particulièrement au film et au livre, vous apercevez qu'il y a des choses qu'il y a dans le livre qu'il n'y a pas dans le film, et vice-versa. Et de la même façon, autre livre, il me semble que c'est le dernier que vous avez écrit ensemble, La paix avec les morts, qui travaille ça. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui manquent dans les récits, il n'y a pas de paix. Comment trouver cette paix? Qu'est-ce que c'est que la paix? J'allais dire contre l'oubli, c'est une formule toute faite, mais qu'est-ce que c'est que faire la paix? C'était aussi le sujet d'un des derniers films que vous avez fait ensemble, La Terre des âmes errantes. Donc voilà, alors on va commencer pendant que nos amis Séchine a trouvé une collection positive, une connexion forte. On est à ce point, en fait, nos vies dépendent de la solidité de nos connexions. C'est quand même assez dingue. Alors nos vies, n'exagérons rien, puisque la vie va être là et qu'on va en parler avec Christophe. Donc je voudrais commencer en disant que voilà, c'est un travail double, c'est le fruit d'un dialogue, tous vos films. Et puis celui-là, c'est aussi un film sur le cinéma, les images. Et c'est parfois... c'est un film très dialectique et il y a tant de choses à dire qu'il est difficile de le saisir, même après l'avoir vu, je sais pas, une dizaine de fois. Donc voilà, il y a un élément qui rarement est un élément probant, qui sont les bandes annonces. C'est rarement probant sur un film. Une bande-annonce, c'est fait pour vendre. C'est uniquement fait pour ça. Il n'y a pas de raison que ce soit autre chose, en fait. Et ben celle-là, elle parcourt le film, elle parcourt les problématiques du film. Et on va peut-être la montrer tout de suite. Est-ce qu'on peut montrer la BA? Donc extrait numéro 1. Oui, parce que c'est la bande-annonce internationale, donc peut-être que tu l'as même pas vue, en fait. Oh non. Elle est là. Si tu veux, en t'asseyant là, tu l'as en regard. Il y a tant d'images dans le monde qu'on croit avoir tout vu, tout pensé. Depuis des années, je cherche une image qui manque. Une photographie prise entre 1975 et 1979 par les Khmers rouges quand ils dirigeaient le Cambodge. À elle seule, bien sûr, une image ne prouve pas le crime de masse, mais elle donne à penser, à méditer, à bâtir l'histoire. Je l'ai cherché en vain dans les archives, dans les papiers, dans les campagnes de mon pays. Maintenant, je sais. Cette image doit manquer. Et je ne la cherchais pas. Ne serait-elle pas obscène et sans signification? Alors, je la fabrique. Ce que je vous donne aujourd'hui n'est pas une image ou la quête d'une seule image, mais l'image d'une quête, celle que permet le cinéma. Bon, donc voilà, c'est le pantalon pour vendre, comme disait quelqu'un que beaucoup connaissent. Mais néanmoins, il dit beaucoup de choses et qui semblent en fait contradictoires. Il y a une image qui manque, mais en fait, elle manque pas. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que dès le départ, il y a une quête? Elle est donnée. C'est d'ailleurs les premières phrases du film. Au milieu de la ville, l'enfance revient. C'est une eau douce et amère. Mon enfance, je la cherche comme une image perdue. Ou plutôt, c'est elle qui me réclame. Est-ce que dès le départ, c'est ça ce qui s'impose dans le film? En fait, ce qui est assez particulier pour... Oui, parce qu'ils travaillent ensemble depuis le début, à chaque fois. Oui, depuis très longtemps. C'est tout projet de film est conjoint. Déjà, je ne parle que parce que Riti est d'accord. Moi, quand j'étais... Lui, à 15 ans, le pauvre a enterré, dit-il, 300-400 personnes dans les camps Khmer rouges. Il a enterré le corps de sa mère, de son père. Moi, j'étais un enfant français dans un lycée tranquille. Donc, je ne parle qu'avec son aval. Hein. Jamais je ne me prononcerai sans son assentiment. Il m'a d'emblée dit, on va faire un film qui s'appelle L'image manquante. Une image très théorique parce que il la cherche, mais elle n'existe pas. On pense forcément au fameux débat avec
Didier Huberman sur est-ce qu'il y a des images de chambres à gaz, de fours crématoires, etc. Est-ce qu'il faut les créer, est-ce qu'il faut les voir, est-ce qu'il faut les imaginer? Mais le pacte initial, moi c'est ça qui me passionne avec Ritty, c'est le flou. C'est-à-dire qu'il ne m'a jamais dit que faire. Et c'est là que c'est travailler avec un grand cinéaste, c'est qu'il m'envoyait tous les soirs, pendant 1 an, des images sur WhatsApp. Et je me souviens très bien du premier jour, il m'a dit « Demain, je t'envoie des images, tu verras, c'est un peu bizarre, c'est anglaise. » Et j'ai pas osé lui dire « anglaise », mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est anglaise, c'est en... Et puis j'ai compris que c'était ces petites figurines qu'il faisait tailler par son ami To au Cambodge. Et donc j'ai reçu une séquence de 1 minute 30, sans son. Et tout de suite, je n'oublierai jamais cet instant, je me suis dit peut-être qu'il est en train de faire un chef-d'œuvre, parce que je ne connais pas d'équivalent. Alors il y a des choses en art contemporain, on a tous connaissance ou vu La Jetée, filmer des photos, faire des travelling le long de personnages qui ne bougent pas, faire des projections d'images, il y a des projections sur des draps, sur des personnages, il y a des vraies images d'archives. Donc tout ça me paraissait assez flou, et je recevais comme travail Ritty, tous les jours, des images en plus, qui parfois étaient les mêmes, qui parfois étaient remontées, et il me disait envoie-moi du texte. Une sorte de distributeur automatique, non pas de billets, mais de mots. Alors évidemment, ma position était particulière, c'est que 2 ans auparavant avait été publié son récit personnel qui s'appelle L'élimination. Et donc moi j'avais une petite chance par rapport à d'autres, c'est que je reconnais les personnages. Je sais que tel petit monsieur qui a le krama cambodgien, c'est peut-être un mauvais héros de S21. Est-ce que c'est Dutch à Tulslang? Je sais que le grand chef, c'est Pol Pot, puisqu'il y a un livre de Staline à côté de lui. Donc ça, c'était une aide évidemment très technique, très forte. Mais la seule chose qu'il m'a dite, c'est écrit, romance. Alors là, j'étais stupéfait, romancé, mais tout est vrai, tout est... Et puis surtout, évite les grands mots. Je ne veux pas qu'il y ait le mot totalitarisme. Par contre, tu peux parler des fourmis, des haricots, de la faim, de la feuille de tôle dans laquelle mon père a été enveloppé avant d'être enterré, que ce soit simple. Et puis d'emblée, j'ai compris que ce que faisait Ritty toujours, c'est-à-dire travailler la répétition, aller revenir là. Donc les images qu'on voit du début, en fait, la vague qui emporte la caméra, elle est à la fois au début du film et à la fin. Et moi, j'ai trouvé sublime ce côté simplicité du cinéma, puisque avant, Raphaël Branche parlait des moyens et de la technicité. Là, c'est quelqu'un qui était au Cambodge, qui travaille avec quelques copains, quelqu'un qui faisait des rampes d'escalier et qui s'est mis, sous le conseil de Ritty, à faire des santons anglaises, des santons par centaines. Parce qu'avec la chaleur, il casse, il faut recommencer, etc. Un type en France qui est moi, qui envoie des phrases, sans que jamais Ritty me dise « c'est bien, c'est mal, c'est chiant ». Il ne m'a jamais rien dit. Donc j'ai fait un texte qui fait, je pense, 4 fois la taille du film. Ce qui dit aussi quelque chose sur le travail de montage fait par Ritty et puis fait par les gens qui travaillent avec Ritty. Et donc j'étais dans une sorte d'immense liberté. Alors on peut appeler ça de la fraternité, de l'amitié, de la compétence partagée au moins sur ce qui s'est passé dans ce drôle de pays. Mais ça a été ça le mode d'écriture. Est-ce que dès le départ elle qualifie cette image manquante qui fait le titre du film? Parce que quand on voit le film, elle évolue. On ne sait pas de quelle image il parle. Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il la qualifie au départ? Oui, parce que déjà, il manque une image diabolique. Enfin, moi, je l'appelle diabolique, mais je sais si Ritty était en ligne, il dirait qu'il ne faut pas diaboliser ces hommes ordinaires. Il manque une image quand même un peu troublante, qui est qu'on sait que Dutch, le patron du centre S21... Le centre de torture. L'espèce de centre expérimental le plus poussé de torture du Cambodge, qui était au centre de la ville, Phnom Penh, vidé de ses 2 millions d'habitants. Mais il restait les décisions Khmer Rouge et le centre de torture.
Et on sait que Dutch, qui était très féru de culture, ce que raconte Riti dans Le Maître des Forges de l'Enfer, rêvait d'avoir une photographie de la Lune. Parce qu'au Cambodge, la Lune, ça compte. Les fantômes, les apparitions, les sorcières dont les langues vont jusqu'au sol et vous font peur. Et un des 4-5 photographes de S21, un seul a survécu, celui qui fait les fameuses photos d'identité qui ont été après en vente sur Internet, s'était vu demander de faire des photos de la Lune qu'il a donné à Dutch et qu'on n'a jamais retrouvé. Donc il y avait cette espèce d'image un peu troublante. Et puis on pense quand même que, de la même façon que le peintre Van Nat est resté 1 an dans S21 à peindre des portraits de Pol Pot, à faire des sculptures, on pense qu'une partie des photographes a sans doute photographié des images de torture pour montrer les corps. Donc il y a la photo de la célèbre Bopana, mais il y avait aussi, par exemple, la photo de Coy Tourne, qui était le ministre de l'Industrie, qui a été torturé pendant 1 mois à S21 avant de mourir. On pense qu'il y a peut-être des photos qui ont été faites de Chung Ek, qui est le centre d'exécution qui est à 15 km hors de la ville. Donc il y a ces photos diaboliques. Et puis il y a les photos positives. Là, dit comme ça, c'est un peu scolaire. Et Riti rêvait d'avoir une photo de sa famille. Bon, il a quelques photos de ses parents, mais une famille reconstituée avec ses 7 ou 8 frères et sœurs. Voilà, de reconstituer ces instants. De la même façon qu'on a quand même quelques images de l'ambassade de France, le jour où elle est encerclée. Et c'est vrai qu'il y allait avec, moi, une phrase qui ne m'a jamais dit de lui, mais que j'aime beaucoup, de Saint John Perse, qu'il dit, qui est « Je vous hais tous avec douceur ». C'est-à-dire, dans tous les cas, aller à bonne vision humaine. On peut interviewer Dutch pendant 600 heures comme il l'a fait, sans se battre, et avec la faculté, qui est sa grande obsession, de toucher l'autre, de pouvoir se dire Fabrice, voilà, si je suis le tortionnaire ou l'inverse, on peut quand même se toucher, s'approcher, pour approcher non pas l'idée, mais la cause même, la cause charnelle. Donc l'image manquante, elle est très changeante, et par ailleurs, c'est elle qui nous regarde, puisqu'à la fin du film... On y viendra après, parce qu'on va remontrer un extrait de la fin. Mais effectivement, donc elle est indéterminée, en fait, cette image. C'est celle de l'enfance, c'est celle de la mort, c'est celle de la torture, c'est celle de l'ensevelissement des corps, c'est celle de la famine. C'est bien de ne pas la trouver. Voilà. Et par contre, il y a plein d'images qui ne manquent pas. Qu'est-ce que, dans le film, on entend souvent, on vous entend dire, par la voix du comédien, on vous entend souvent dire, il y a ces images qui ne manquent pas. Par exemple, on a des images très belles. Et elles sont très 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 fortes dans le film. Elles sont très nombreuses pour le coup. Très nombreuses. D'abord, il y a des images très, très belles et très troublantes. On a les images des avions américains qui, sous l'ère des prédécesseurs, le général Lon Nol, qui était un pro-américain, on voit les images de bombardements en napalm de la forêt, qui expliquent quand même aussi la colère, la pureté, le désir de pureté. Il y a des images cachées. Par exemple, il y a un instant, je crois que le personnage dit « tout commence par la pureté et finit par la haine ». Et ça, en fait, c'est une phrase de Camus qu'on a tordue avec Riti. Alors, c'est pas tout à fait une image, mais les mots aussi, ils fabriquent des images. Les premières lignes du film, « Au milieu de la vie, l'enfance revient », c'est la seule phrase que m'a donnée Riti. C'est une phrase de Hegel, un peu modernisée, parce que Hegel l'a pas tout à fait dit comme ça. Et ça aussi, ça travaille, se dire on peut tout d'un coup être au milieu de la vie et commencer à affronter son enfance, parce que l'image manquante, c'est quand même une sorte de reconfiguration du livre L'élimination, où la première fois, Riti, qui ne voulait parler que du mal, Dutch, les tortionnaires, a accepté de raconter un peu son enfance, même si elle est très symbolique et universelle. Mais la maison détruite où il a vécu son enfance, son papa en costume blanc qui croit qu'il va faire une école à la Jules Ferry, l'écrasement des lunettes, mais l'océan d'images que nous connaissons aujourd'hui et chaque instant. Riti lutte, puisque son obsession, c'est de dire « je vais aussi vous apprendre à regarder des images ». Par exemple, il y a une fameuse image de mariage, de banquet Khmer Rouge, où on voit des gens qui se marient, ça a l'air très sympa. Il y a un monsieur à droite en tongs qui marche, et en fait, c'est Dutch, de S21. Et puis le marié, c'est un tortionnaire de Dutch, avec sa femme, mais il ne sait pas encore, puisqu'il se marie, que 4 mois après, il sera exécuté.
Mais ça, simplement, ce travail d'image-là, il va aussi avec les mots. Oui, parce qu'en fait, il interroge sans cesse ces images qui ne manquent pas, en disant, celles-là, tout le monde les a vues. Et finalement, le réel de la Révolution n'existe que dans ces images, puisque nous souffrons, nous mourons, nous sommes affamés, nous sommes torturés. Et alors qu'il y a plein d'images, et c'est celle-là qu'on voit. Et donc, il cherche la fixité. Et moi, c'est ça qui m'a troublé. Qu'est-ce que tu veux dire par il cherche la fixité? C'est qu'en fait, il cherche à dire... on y est tous habitués. Moi, j'adore Dune 1 et 2. Je trouve ça génial de voir Mission Impossible et La Fièvre de Ben Zekri sur MyCanal, désolé. Tout ça est très passionnant. Mais il y a une vitesse des plans, d'images. Si j'étais à Libération dans les années 80, je dirais que c'est du fascisme. Ce que fait Ritty, c'est l'inverse, c'est d'essayer d'être dans la lenteur et de remontrer les images et de retravailler pour que ce que dit Carl Gustav Jung soit réalisé, c'est que l'image soit hypnagogique, que si on la regarde bien, elle entre en vous, elle vous travaille, elle vous trouble, peut-être qu'elle fait un peu mal, et avec une question très particulière qui est, voilà, est-ce qu'il faut montrer une souris agonisante ? Est-ce qu'il faut montrer... Ah ben voilà Ritty. Ah ben voilà Ritty. Voilà, tonton, je vais pouvoir... voilà. Comment tu vas et... Bonjour. Salut Ritty. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend très bien. Je ne sais pas si tu nous vois. Je sais pas si oui, je vous vois. Oui. Voilà. Oui. On a commencé avec Christophe. On a montré la bande-annonce du film parce qu'elle contient plein de choses. Tu ne t'y reconnaîtrais sans doute pas exactement. Mais voilà. Tu m'entends bien ou pas? D'accord. Oui, ça va, oui. Bon, d'accord. Je vous entends, oui. Bon, comment vas-tu? Tu travailles actuellement? Je sais que tu travailles sur un scénario, que tu travailles aussi sur un documentaire. C'est pour ça que tu es loin. Je travaille pour toi. Ouais. Enfin, bon, pas pour moi, pour le public. Pour le public. Bon, bah, tu commences bien. Bon. Alors, je vais te reposer une question que j'ai posée à Christophe. Quand tu commences le film, on rentre immédiatement parce que quand tu commences le film, quand tu dis l'image manquante, puisque le titre est là dès le départ, tu penses à quoi comme image? Est-ce qu'il y a une image à laquelle tu penses, une image que tu cherches? Parce que là-dessus, le film est contradictoire, évolue sans cesse. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dès le départ qui t'obsède, une image que tu chercherais? Sans doute, il y a quelque chose qui... Moi, je suis toujours à la quête de mon propre histoire, en fait, qui n'a pas de... Enfin, tout est embrouillé, quoi. Donc, en fait, en vérité, j'étais parti sur un autre film, sur travailler sur les images de propagande des Khmers rouges et décrypter les images de propagande. Que j'aime beaucoup les archives. Oui, donc c'est les images qui ne manquent pas. Ça, c'est les images qui ne manquent pas. Voilà. Mais si, ça me manque quand même, parce que c'est les images des Khmers rouges, pas mes images que je cherche moi. C'est les images propagande. Donc, et à travers peut-être des images propagande, il y a toujours quelqu'un en arrière-plan qui fait un geste, qui fait quelque chose qui semble que je peux... mettre en lumière, quoi. Comment ils travaillaient. Donc, à l'époque, j'ai rencontré beaucoup de caméramans, beaucoup de photographes Khmers rouges, et j'essaie de travailler avec eux. Et puis, un jour, je me rends compte que je ne suis jamais retourné chez moi, là où je suis parti. Le 17 avril 1975, quand les Khmers rouges arrivent à prendre le pouvoir à Phnom Penh, ils nous a chassés de la ville. Et je ne suis jamais retourné chez moi. Je suis passé devant une fois. J'ai tourné une séquence une fois dans le film, juste devant, mais je n'ai pas demandé à rentrer. Parce que c'est peut-être qu'on était tous dans cette maison et après, je suis revenu tout seul, quoi. J'ai pas trop envie de rentrer tout seul. Et je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Donc j'ai commencé à demander à mon équipe de faire une maquette de la maison. Je me souviens vraiment très très bien des
tout le coin, de l'emplacement de la télé, le frigo et tout ça. Et, mais ils n'étaient pas les architectes, hein, c'était les amis, les artisans. Je ne peux pas traduire en amis des artisans. Oh là, les machines marchent tout seules. Et donc, j'ai dit, bon, c'est très simple, vous faites une figurine, et à partir de la figurine, vous pouvez faire la bonne taille de la porte, des fenêtres et tout ça. Et, ils ont fait une figurine, et pendant que Tho, le sculpteur, hein, qui travaille avec moi depuis longtemps, qui est un enfant qui grandit dans les camps, ils sont rentrés au pays et qui cherchaient du travail, et que je l'ai formé, je l'ai pris tout le temps avec moi. Il commence à sculpter, il me demandait, tu veux en bois, en pierre, du bois, pierre, ça prend des années, ça. Tu vas prendre de la glaise à la rivière, tu fais comme on faisait des petites statuettes pour s'amuser quand on était enfant. Il n'y avait pas des jeux, autant de jeux comme aujourd'hui, quoi. Donc, ils commencent à sculpter. Quand ils se mettent à sculpter, je dis, tiens, c'est quelque chose d'intéressant, parce que je voyais, d'ailleurs, Christophe a écrit, né de la main, c'est quelque chose de très démiurgique, quoi. Il y a quelque chose qui apparaît de sa sculpture, et voilà, j'ai essayé de dire, voilà, tu fais un peu la tête comme ci, le corps comme ça, et je trouvais qu'il y avait une âme, ce statut-là, comme portait une âme, et que voilà, j'ai dit, bah, on va changer de film, on va peut-être pouvoir créer nos images, ce qui n'est pas été filmé. J'aime pas trop raconter les détails, parce que moi, je suis venu au cinéma faire des films tout à fait par hasard. S'il n'y avait pas de guerre au Cambodge, je crois que je serais instituteur ou astronaute ou je sais pas quoi. Parce que le métier de cinéma, c'est pas un métier, cinéaste, c'est pas un métier, quoi. Le cinéma cambodgien, c'est pour passer des bons temps. Et mes parents ne voudraient pas ça. Mais pendant les 4 années des Khmers rouges, souvent, j'aurais aimé qu'on me parachute une caméra, quoi, enfin, un appareil photo, quoi, pour pouvoir faire des photos. Et si je raconte pas souvent ça, parce que si je dis ça, c'est pour ça que tu voulais faire des films, en fait, pas du tout. C'est juste vouloir faire une image, puis pouvoir après montrer. Et je crois que j'étais parti avec ces 2 idées-là. Voilà, c'est comme la sculpture qui est bateau, c'est comme si on me parachutait une caméra, quoi. Donc je vais pouvoir raconter mon histoire, et puis c'est bien parce que je vais pouvoir échapper aux acteurs, parce que je ne sais pas comment faire la mise en scène des acteurs pour aller mourir ou de famine ou tout ça, quoi. Du coup, je dis, voilà, avec les sculptures, on va sculpter avec de l'eau, avec la terre, et on sèche au soleil, on ne le cuit pas, hein. Je ne veux pas qu'on le cuit, on le sèche au soleil, puis on colorie, puis on fait vivre, et après on les garde et ils retournent à la terre. C'est un cycle complet c'est ça au début, c'est comment trouver une manière respectueuse aussi de raconter une histoire, quoi. Est-ce que... Et là, petit à petit, ça donne ce film-là. Quand je t'interromps, excuse-moi, c'est une question pour vous deux. Dans le début du film, vous écrivez, il y a tant d'images qui repassent dans le monde qu'on croit posséder parce qu'on les a vues. C'est vraiment au début du film, c'est-à-dire c'est non pas une mise en cause, mais une réflexion sur l'image. Est-ce qu'aujourd'hui, et moi je vois aussi les images de la vague qui sont au début du film et à la fin du film, qu'on peut lire aujourd'hui comme la submersion, parce que nous sommes submergés d'images, nous sommes submergés d'images utilisées
utilisées à des fins qui ne sont pas cinématographiques, mais qui ont des objectifs, mettons, politiques au sens le plus rude du terme. Est-ce que cette méfiance par rapport, enfin cette question sur les images, aujourd'hui, je sais que toi tu es un fan de TikTok, que tu es un fan des réseaux sociaux, que tu t'y intéresses énormément. Je sais. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait sens pour vous, toujours de la même façon, d'écrire ça? Il y a tant d'images qui passent, repassent dans le monde qu'on croit posséder parce qu'on les a vues. C'est-à-dire qu'il y a des images qui, en fait, submergent. Et ça, moi... C'est pour vous deux, là. C'est pour Christophe ou toi? C'est pour toi, Ruti. Oui, tout le monde sait, il y a trop d'images. Et, je sais pas, Léo Carax, il disait l'autre jour, la semaine dernière, il disait qu'il faut peut-être laisser aux gens de faire que 30 images par semaine. Pas trop. Et c'est vrai qu'on fait trop d'images. Tout le monde peut faire des images avec un téléphone, ça va très très vite. Et on le poste en plus. Trop de tout, quoi. Et on est tout le temps en colère. Si vous prenez Twitter, X, dès le matin, vous êtes en colère. Vous voyez, vous roulez un peu, puis à un certain moment, la colère est partout, quoi. Les gens s'adressent au monde. C'est pas, ils s'adressent comme ça. Et même quand ils savent rien, ils s'adressent. Même avec beaucoup de bêtises. Il y a des choses bien aussi, hein, mais c'est très, très peu. Très peu en général. Même surtout les politiciens, plus que les autres suivent. On sait bien mener la foule. Hein. Maintenant, on arrive même à jouer. On jouait une séquence, des comédiens hein, qui jouent une séquence, puis tout le monde agit. Le temps que les mecs disent non, je jouais, c'est déjà trop tard. C'est tout dans l'immédiateté. On n'a plus de temps. C'est étonnant que la technologie, normalement, doit nous permettre de prendre le temps de réfléchir. En fait, il nous accélère notre vie. Il accélère énormément, on réfléchit très peu. Et voilà, on est dans une situation... Moi j'ai mis pas mal de temps parce que ça m'intéresse comme un phénomène social. TikTok, j'y suis plus souvent. J'étais vraiment regardé beaucoup. La violence dans TikTok, c'est inimaginable. Et maintenant, même des gens qui va filmer qui va donner des barres à quelqu'un et filmer, quoi. Et il y a, je sais pas, des centaines, milliers de likes. Et ils gagnent de l'argent avec ça. On peut créer une chaîne et ils gagnent de l'argent avec ça. Donc TikTok favorise beaucoup ce genre de... ils gagnent aussi, ils prennent des données, tout ça, voilà. Rien n'est gratuit, en fait. Voilà, tout le monde sait que rien n'est gratuit, quoi. Mais c'est marrant. Et puis, ils viennent comme des vagues. Et moi, c'était des vagues, c'est aussi ces images-là, c'est comme des vagues, c'est aussi des vagues de tous les poids de l'histoire que j'arrive pas à démêler. Donc, c'est comme si je m'étouffe, quoi, comme je suis englouti par tant de choses que je n'arrive pas à contrôler. Alors, vas-y. Je veux pas dire, je veux tout contrôler, mais je veux pouvoir faire face, quoi, même peu. Mais on n'arrive pas. Si vous pouvez essayer, hein, vous prenez X, vous allez voir. Récemment, je demandais, je crois qu'il y a des types, je ne dirais pas son nom, dit, mais comment il peut vivre avec autant de colère? C'est un député. Et avec autant de colère par jour, par seconde, il poste plein. Il dit, mais comment on peut faire des lois ou comment on peut diriger un pays, construire un pays avec autant de colère? C'est inexplicable. Oui, parce que ce qui marque ton film, c'est justement l'absence de colère, pour le coup. On va voir un autre extrait. Je voudrais qu'on voit l'extrait qu'on a nommé numéro 3. Pas le 2, le 3. Celui qui commence à 19 minutes 40 secondes, s'il vous plaît.
Levez-vous, les damnés de la terre. Les damnés, c'est nous, qui sommes aux champs, dans les fers, qui errons tels des fantômes. Dans cette capitale vide pour 4 ans, il reste le comité central et le lycée Poniriat, qui devient le centre S21. Ici, on fouette, on électrocute, on tranche, on fait manger des excréments, on avoue. Tout commence dans la pureté et finit par la haine. Je sais que les Khmers rouges ont photographié des exécutions. Pourquoi? Fallait-il une preuve? Compléter un dossier? Quel homme ayant photographié cette scène voudrait qu'elle ne manque pas? Je cherche cette image. Si je la trouvais enfin, je ne pourrais pas la montrer, bien sûr. Et puis, que montre une image de mort? Je préfère celle d'une jeune inconnue qui défie l'appareil photo, l'œil du tortionnaire, et nous regarde encore. Sang écarlate qui couvre les villes et les plaines du Kampuchea, notre patrie. Sang sublime des ouvriers et des paysans. Sang sublime des hommes et des femmes, combattants de la Révolution. Sang devenu haine implacable et lutte résolue. Tu nous as libérés de l'esclavage. Pourtant, on ne filme pas impunément. Je regarde ces enfants qui portent leurs mains, leurs visages, leur corps fatigué. Cette jeune avant-garde travaille à sa propre destruction. Merci. Alors, il y a beaucoup de choses dans cet extrait. Riti, tu es toujours avec nous? Parce que là, je te vois plus. Oui. Oui. Bon. Il y a beaucoup de choses dans cet extrait. D'ailleurs, il y a une chose, mais qui vous interroge et qui, moi, m'a toujours interrogé. C'est-à-dire que dans le livre, je préfère, on lit, dans le film, on entend, je préfère celle d'une jeune inconnue, à la place d'une photo d'exécution, qui défie l'appareil photo, l'œil du tortionnaire et nous regarde encore. Et n'est pas dans le film. Son nom, Bopana, elle fut emprisonnée et torturée pendant 6 mois à S21 avant d'être exécutée. Juste une petite incise. Qu'est-ce qui fait comme ça cet élément de différence entre le livre, qui est aussi une œuvre, et le film? Tu vas me dire, tu sais plus. C'est vrai, la question est aussi pour Christophe. Beaucoup. Moi, d'abord, ce travail avec Christophe, c'est très, très enrichissant. Et en fait, on est très libre, quoi. Pour faire un film, je crois que c'est la seule chose qui m'intéresse le plus, d'être libre. Faire ce que je veux. Ce qui se passe dans la tête, dans la tête mûrie dedans, comment l'image se forme déjà. Et après, envoyer à Christophe qui va mettre les mots dessus, parfois les mots, voilà, va ici, va pas là. Je remonte, je mets de l'autre côté. Mais juste qu'il y a des constances. Par exemple, Bopana, la jeune fille en question, c'est Ruth Bopana, elle m'accompagne depuis plus de 30 ans. C'est comme si j'avais besoin d'un visage, d'un nom, d'une histoire, quoi. Tout ce qu'on veut effacer, moi, une personne peut-être me suffit pour moi, si je sais tout. Et je sais pas tout, je sais presque tout. Pas mal en tout cas, d'elle.
pour aller chercher dans ces villages, voir sa famille et ses beaux-parents quand ils étaient encore vivants, et lire et relire ces textes, ces centaines de pages écrites à la main. À l'époque, je suis très reconnaissant au musée. Ils m'ont confié les manuscrits originaux. Pas tout, mais j'échange, je prends d'autres. Il y a des piles en quai. Et puis, j'ai avec moi tous les jours, je lis le soir. C'est très émouvant, les écritures. Les écritures, même sous la torture, vous sentez une sorte de... moi, je crois aux âmes. Je crois qu'il y a quelque chose, toujours une âme derrière, qu'on ne peut pas détruire un être humain comme ça. Il y a toujours une âme quelque part, une trace. Et Bopana, voilà, Bopana, c'est comme ça. Chaque page écrite, c'est signé par elle. Au lieu de... Elle signe Bopana avec la lettre française, la lettre latine. Qui déjà en soi une signature, elle sait qu'elle va être exécutée, quoi, parce que la lettre capitaliste, la lettre latine, quoi, c'est pas les lettres mères. Après, en khmer, elle signe Sita Sedadet. Elle signe en lettre latine Sedadet aussi. Et Sedadet, ça veut dire la Sita de Det, Sita de Ramayana. Det, c'est son mari, qui était emprisonné dans le même temps qu'elle, mais ils ne savent pas qu'ils sont tous les deux dans cette prison-là. C'est juste une forme de résistance extraordinaire, quoi. Je suis la Sita de mon mari Det, que vous ne pouvez pas me séparer, vous ne pouvez pas me détruire, vous ne pouvez pas... C'est moi, quoi, c'est mon intime. Et d'ailleurs, ça devient, cette image-là de Bopana devient telle pour toi que tu vas nommer ta société de production, l'école que tu vas fonder, et qu'aujourd'hui, il y a des films qui sortent avec le nom de Bopana, par ailleurs, dessus. Juste, Christophe, toi, sur cette image que l'on voit, qui donne lieu à deux textes. Là, moi, j'ai une vision... Je trouve ce que dit Riti est magnifique, évidemment. Il y a un autre aspect plus technique dans le processus de réalisation du film. Moi, je me souviens très bien du jour où j'ai vu le film entièrement monté dans un petit bureau, d'ailleurs, un petit studio du 12e arrondissement, je crois. Bon, j'ai été bouleversé et je me suis dit, ça y est, c'est fini. Et puis en fait, c'était pas du tout fini. Après, pendant 1 mois et demi, Riti, je crois que je ne révèle pas un grand secret, a remonté, déplacer des mots, changer des choses, d'où peut-être la petite hésitation sur est-ce que ce mot Bopana y est. Mais je pense que c'est ça la quête de l'image manquante, c'est-à-dire on peut à la fois dans des images Khmer rouge repérer des failles, un geste, un signe, un enfant de 15 ans, quelqu'un qui a faim. Dans le film, il y a d'autres images impressionnantes, comme une sorte de déraillement de l'image. Et puis en effet, il y a des âmes qui nourrissent Riti. On sait que Bopana, c'est le plus gros dossier de torture de S21. Tu ne l'as pas dit, Riti. Elle est restée 6 mois. On s'est interrogé sur ses rapports avec Dulce. Et elle donne un petit peu de son âme au film. Que ce ne soit pas que le texte change, varie. Bon, c'est une façon de poser la question. Je crois que c'est à l'image du travail du film qui est très itératif. Et qui est une façon qui paraît presque artisanale, de monter, pré-monter. Je me souviens très bien à la fin, Riti, que tu me disais, là, il me mangeait 30 secondes, rajoute une phrase. Donc on n'est pas du tout dans un système, évidemment, traditionnel, où tout est verrouillé, la version 3.2 du manuscrit. Et ce qui fait, moi, je pense, que la puissance aussi du film, parce que ce qu'on ne dit pas aujourd'hui, c'est que Moi, ce qui m'a stupéfait quand on a vu le film à Cannes, dans une immense salle que moi je n'avais jamais vue, il y avait 3000 personnes avec un écran gigantesque, c'est qu'on pleurait. C'est que les gens pleuraient. Et donc la faculté d'émotion qu'on cherche aussi à mettre à distance, elle est aussi un porteur, une façon d'aller vers le cœur de l'histoire, d'être touché. Et je me souviens à la fin, après le générique sublime du film, Véronique Kella était à ma droite en larmes et la foule s'est levée. Et je me suis dit, ça c'est extraordinaire.
Alors, dans cet extrait, il y a vraiment beaucoup de choses. Tu parles de cette image, et effectivement, moi, la première fois que j'ai vu le film, j'ai pensé à deux images. L'image de l'enfance, dont tu dis au début que tu la cherches, et puis, effectivement, l'image du crime, celle qui serait la preuve. Et tu dis, bah, si je la trouvais, je la montrerais pas. Enfin, tu dis très exactement, vous dites très exactement, si je la trouvais enfin, je ne pourrais pas la montrer. Raphaël Branche disait tout à l'heure que l'image violente de la torture, de la mort, crée de la sidération. Et que ça peut être une première raison de ne pas montrer. Parce que ça oblitère la pensée, ça oblitère la réflexion et ça oblitère peut-être l'émotion au profit simplement d'un sentiment d'horreur. Mais moi j'aimerais que vous nous parliez de si je la trouvais enfin, je ne pourrais pas la montrer. Il y a des cinéastes qui la montrent. Et puis il y a des cinéastes qui disent je ne pourrais pas la montrer. J'imagine que ton dialogue, notamment avec Lanzmann, a pu porter là-dessus, mais sans parler de Claude Lanzmann, voilà, pourquoi je ne pourrais pas la montrer? Non pas pour mettre en cause ce que vous avez fait, au contraire, mais pour essayer d'en comprendre le sens. Peut-être dans ce film-là. Peut-être dans ce film-là, je sais pas, c'est trop compliqué pour moi. Là. Arrête. Je sens pas, quoi. Ça dépend comment quoi, on fait. J'ai montré... j'ai fait un autre film, ça s'appelle Irradié, j'ai montré beaucoup. Contrairement à l'inverse. J'ai montré beaucoup parce que... Non, mais je sais que je n'ai pas de toujours mais d'essayer dans ce film-là, pourquoi, effectivement? Parce que dans Irradié, effectivement, tu montres énormément. Je sais pas, j'arrivais pas. Comme une espèce de... C'est comme avec des acteurs, quoi. Moi, Van Nat, qui est survivant de S20 m'a demandé de faire un film sur son livre. Moi, je dis, j'arriverai jamais. Je pourrais pas. Je peux pas faire ça. Peut-être parce que j'étais très près de tout ça, quoi. Je suis même... je suis pas... Sinon, je serais mort, mais je suis assez près de la mort, de cette mort-là, que je n'arrive pas, quoi. Et même quand je montais les victimes de Auschwitz, c'était terrifiant pour moi, quoi. Mais c'était pour une autre chose, parce que je sentais qu'on va revenir à ça. À l'époque, j'ai choisi bombe atomique, j'ai choisi tout ça, je sais pas. Je sentais, j'espère qu'on n'y va pas, quoi. Je sentais qu'il y a une montée, quelque chose qui est extrêmement dangereux dans la politique, dans la façon, dans la haine, dans la radicalité de la pensée, et que ça m'ennuie tout ça, et que je dis voilà, je veux montrer comment ça donne, quoi. Cette pensée radicale peut aller à ça. La bombe atomique, c'est ça, quoi. C'est pas stratégique ou pas stratégique, ou faire peur à l'autre ou pas faire peur à l'autre, quoi. Derrière chaque mot, il y a dans ce cas-là, il y a une vraie souffrance, une vraie peine. La mort, la mort indigne. Voilà, c'est... Dans ce film, j'ai cherché, oui, effectivement, pendant même avec les figurines, j'ai cherché que c'est l'image manquante, c'est ce qui me manque. En fait, c'est le psychiatre Richard Reichmann qui, je suis allé le voir parce que je n'arrive pas à me faire psychanalyser. Donc, j'ai décidé de déjeuner une fois par mois avec un psychiatre. Des jeunes dans un restaurant, on parle de tout. Et après, je dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je fais un film. J'aimerais bien l'appeler l'image qui manque. Après, il me dit, non, tu me fais l'image manquante, c'est mieux. Voilà, c'est lui qui a mis l'adjectif. Et puis, on se parlait, c'est pourquoi l'image manquante et pas l'image qui manque. Voilà, mais tout de suite, ça me donne déjà quoi faire encore, quoi. Donc, voilà, et c'est vrai que si je trouve... pourtant, j'ai fait une enquête presque comme un PJ, hein. sur S21, je travaille à la fois comme pas un chercheur, j'aime pas trop les chercheurs, un archéologue plutôt.
comme une espèce d'archéologue, comme enquêteur. Et voilà, je suivais. Il y en a des images des victimes S21. Et quand vous passez 2-3 ans quand j'ai filmé S21, j'ai passé pratiquement 3. Le film durait 3 ans, mais plus que 3 ans. J'ai des piles de photos des travail des bourreaux et que je cherchais à savoir pourquoi le bout de papier au bout de la pièce, le papier en boule. En fait, voilà, c'est des signes comme ça. Dans l'image, il y a beaucoup de signes. Pourquoi les mecs sont à plat vent et pas... Voilà, c'est... Voilà. Et à partir... Voilà, je travaille le fameux détail, quoi. Il faut aller au détail ou même au accro, quoi. Non mais... Et toi, Christophe, par rapport à cette question, donc on entend très bien que là pour le coup tu ne crées pas un dogme par rapport à cette image de la mort puisque tu as pu la montrer. Mais toi, Christophe, dans ce moment de travail avec Riti, quand sortent ces mots et qu'ils vont coller au film, non pas être illustrés par le film ni le film, mais il y a les deux. C'est que moi je pense toujours à ce que disait Malraux au Glière, c'est-à-dire il n'y a pas de raison que le sang d'un seul héros ne paye pas toutes les trahisons des autres. Et là, ce que je trouve très frappant, c'est que la puissance du cinéma de Riti est telle qu'on oublie qu'il est un cas unique, où il est comme Charlotte Delbo, par exemple, ce qui n'est pas le cas de Claude Lanzmann, où il est l'historien de sa propre histoire, et il nous offre une documentation très puissante, et donc il y a des zones dangereuses de sensibilité. Mais moi j'étais frappé du fait que la tentation du film aussi, pardonnez-moi, plus on avance, est d'aller vers la douceur. Et qu'en fait le héros, par exemple, moi quand j'ai vu les premières images, je me suis dit mais c'est qui cette figurine qui a une sorte de chemise hawaïenne rose avec des boutons jaunes, qui se promène au milieu des Khmers rouges. Et en fait c'est une sorte de Riti rêvé. De la même façon que ce que tu disais tout à l'heure sur le parachutage de la caméra, c'est une scène qui est dans le film. On voit ce jeune garçon qui se dit « Mais merde, je vois des avions américains qui passent dans le ciel. Il n'y en a pas un pour m'envoyer une caméra que je vous montre la vérité. » Et là, c'est comme une prescience de l'air qu'on traverse aujourd'hui, où le faux et le vrai sont mêlés. Mais c'est vrai qu'on dit souvent que pour la Révolution française, que l'histoire, c'est une ritournelle. C'était Deleuze qui disait ça, que les gens parlent, que la rue parle, qu'on s'envoie des libelles, qu'on marque des affiches, qu'on fait des graffitis. Et moi, j'aime beaucoup dans ce que m'a demandé de faire Riti, c'est-à-dire ce sens de la petite chose, où on voit dans l'extrait qu'on a vu des petits cahiers par terre. On sait que quand les Khmers rouges ont vidé Phnom Penh, les assiettes sont restées avec la nourriture. Ça a été tellement violent qu'il y a des robinets qui coulent encore, on voit dans les images, il y a des pianos ouverts, ils ont laissé la vie suspendue, et que c'est peut-être pas la peine de parler trop vite de slogans Khmer rouge, de totalitarisme, mais que de montrer au niveau des êtres ce que ça a été, et je crois que ça a été évidemment majeur pour Riti, c'est le sens du film, et moi je crois que c'est son film le plus personnel. C'est évident que S21, la machine de mort Khmer rouge, est plus abstrait, je crois Riti. C'est évident que Irradié est un film très sombre, et que dans celui-là, quand même, y compris à la fin, il y a cette espèce de musique un peu rock'n'roll où une sorte de vie reprend, c'est troublant. Si vous voulez bien, je voudrais enchaîner. On a combien de temps encore? Parce que peut-être la salle a des questions. D'accord, merci. Donc, je voudrais qu'on voit un dernier extrait. C'est l'extrait qui est numéroté 4. Il est un peu plus long que les autres, et je voudrais qu'on ait jusqu'à la fin du générique de fin, justement. Le deuil est difficile, l'enterrement sans fin. Il n'y a plus de wagons à bestiaux.
Il n'y a plus de slogans, ni de jeunes gardes noirs. Il y a la terre gorgée de sang. Leur chair, c'est la mienne. Ainsi, nous sommes ensemble. Il y a beaucoup de choses que l'homme ne devrait pas voir ou connaître. Et s'il les voyait, ce serait mieux pour lui qu'il meure. Mais si l'un de nous voit ces choses ou les connaît, alors il doit vivre pour raconter. Chaque matin, je travaillais au-dessus de la fosse. Ma pelle cognait les os et les têtes. De la terre, il n'y en a jamais assez. C'est moi qu'on va tuer. Ou bien c'est fait, déjà. Bien sûr, je n'ai pas trouvé l'image manquante. Je l'ai cherchée, en vain. Un film politique doit découvrir ce qu'il a inventé. Alors je fabrique cette image. Je la regarde. Je la chéris. Je la tiens dans ma main comme un visage aimé. Cette image manquante, maintenant je vous la donne, pour qu'elle ne cesse pas de nous chercher. Voilà, ça c'est la fin du film. Là encore, enfin, on dirait que chaque séquence du film est quand même pleine, mais à craquer, quoi. Et là-dedans, vous dites, bien sûr, j'ai pas trouvé l'image manquante. Tu dis, bien sûr, j'ai pas trouvé l'image manquante. Mais tu dis, en fait, je n'ai pas trouvé, j'ai fait ce film pour qu'elle ne cesse de vous chercher. Et la mention aussi du film politique. C'est non pas du tout, c'est pas ambigu, mais effectivement, cela peut sembler, dans son expression, un peu mystérieux. Qu'entendiez-vous par là et qu'entendais-tu par là, pour qu'elle ne cesse de vous chercher ? Pour qu'elle ne cesse de vous hanter, pour que les fantômes continuent à vivre et qu'au moins il y ait ce respect pour les fantômes.
De quoi il s'agit? Voilà, c'est ça, oui. Qu'est-ce qu'elle fait, l'image, là? Bah, les fantômes, ça hante, les âmes, non. Donc, à la fin, ils redeviennent âmes, ils font la fête. Et le bonhomme, il reste toujours sur le lit, hein, allongé. Oui. À pas dormir. Il est toujours pas dormir chez le psy, quoi. Bah, voilà, mais voilà, c'est tout, quoi. En fait, c'est difficile à raconter. Hein. Moi, c'est des choses qui n'est pas exprimable comme ça, quoi. Qui n'est pas explicable. Voilà, il y a le film qui parle. Voilà, et surtout, non, c'est l'association de la beauté des choses, de fantômes. On appelle déjà que les morts, des morts brutales, c'est de âme air, et ils renaissent pas parce que voilà, c'est les morts crus. Et moi, de toute ma prière, c'est que les âmes n'errent plus. Les fantômes n'errent plus, que les âmes deviennent les âmes, quoi, peuvent renaître et qui sont joyeux, qui nous protègent, qui vivent avec nous, quoi. Et voilà, qui vous cherchent plus, ça veut dire aussi que moi, si j'arrive à avoir chaque jour une belle pensée, c'est bon. C'est un entraînement, hein. On ne peut pas avoir de belles pensées comme ça, quoi. Et parce que si on s'entraîne, que chaque jour il y a une jolie pensée, belle pensée, généreuse, la générosité, ça s'apprend aussi. Une belle pensée, au dernier moment, pouf, on doit mourir par belle pensée est là. Et on va au paradis. C'est pour ça qu'il y a un portrait de Staline. Je ne crois pas au paradis, ouais, mais ça, c'était ma dernière question. Parce qu'il y a une image quand même qui ne manque pas, qui est très étrange. J'essaye de le cacher, mais. Oui, mais elle est là quand même. Et je te soupçonne de ne pas la cacher complètement parce que tu l'as laissée. C'est quand même pas rien, une image de là, il est avec le cochon, là. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Bah, voilà, c'est des objets pour moi qui n'est pas Staline en soi, mais l'objet de Everything Will Be Okay, et qui trône un peu là encore, parce que j'arrive pas à finir complètement le film à chaque fois, donc je préserve. Comme ils ont des âmes, je les garde un peu. Et, un jour, ça va jaunir, ça va disparaître. C'est pour me rappeler aussi qui est Staline. Donc, voilà. Et voilà, c'est tout un... Tout quand un film est réussi, j'en ai pas réussi à chaque fois, ce long-là. Et celui-là, je crois, L'image manquante, c'est un joli film. Et quand c'est un beau film, c'est difficile de parler après, quoi. Parce que moi, je regarde jamais mes films, hein. Déjà, j'ai du mal aussi à regarder les films des autres aussi. Je suis pas du tout cinéphile. Je fonctionne au rêve, en fait. Beaucoup et que je dors pas très bien et que je passe mon temps à faire des trucs à la tête et voir se souvenir des choses. Et voilà, après on sort quand ça devient une harmonie avec la musique, avec l'image, avec les figurines, avec les mots de Christophe, tout ça, on rend les âmes heureux, quoi. Ce n'est plus des fantômes, ce n'est plus les âmes errantes, c'est des âmes heureux. Et ils ne vous cherchent plus. Et sinon, voilà, et je fais... Ce sont des films comment dire, qui me rendent un peu plus calme, plus à défaut d'être en paix, d'être calme. Voilà. Calme, voilà. Plus calme, beaucoup plus serein. Christophe, quand par rapport, je m'exprime mal, pardon. Mais cette image cherchée en vain, cette image qu'on nous donne, et puis cette phrase, un film politique doit découvrir ce qu'il a inventé, ce qui paraît très étrange. Quel rapport avec l'image manquante ?
En fait, c'est quand même la fin, la toute fin du film. Ah oui. Comme la morale du conte. J'exagère évidemment parce que je sais bien que Ritine ne se reconnaîtrait pas dans ces mots. En fait, c'est une phrase réinterprétée de Jean-Luc Godard, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que Ritine m'a souvent envoyé par texto des phrases, en général de gens super sympathiques, Fouquier-Tinville, Robespierre, ou des écrits en effet de jeunesse de Staline, et en disant tiens, est-ce qu'il n'y a pas, un peu comme chez Guy Debord, réutilisant à la Rochefoucauld, toute proportion gardée, une façon d'intégrer ces textes, de les déjouer. Par exemple, Albert Camus dit tout commence par la conscience et ne finit que par elle, et ça devient en effet tout commence par la pureté et ne finit que par la haine. Donc cette espèce de travail-là, c'est pas un jeu intellectuel, c'est pour créer des choses très profondes qui peut-être sont assez floues. Et moi j'aime bien l'idée qui est celle de Ritty évidemment, d'une irrationalité, qu'on laisse flotter des phrases énigmatiques, parfois avec des négatifs un peu étranges. C'est tout d'un coup cette image qu'on ne connaît pas qui nous cherche. Bon, et qu'en fait, notre destin, c'est peut-être aussi créer des images, je vais utiliser un mot qui est assez rare mais que j'adore, apotropaïques, c'est-à-dire des images qui nous préservent du démon, et qu'en fait, quand elles sont belles, quand elles sont troublantes, on a tous chez nous un portrait de Staline, une cloche de vent, une main de Fatma, un petit morceau de bambou qui pendouille sur la porte, ou une mezouza. Et qu'en fait, c'est une façon de dire les mauvaises âmes sont là, la malmort, parfois, menace les gens qui sont mal morts, comme au Moyen-Âge, mais qu'avec la beauté de ce que donne Ritty, et la fin est sublime. On ressort, troublé, hésitant, et que c'est une vision en effet très lointaine peut-être du regard occidental, où on aime bien que nos morts soient au bord du périphérique, au crématorium de Pantin, à côté d'un kiloutou, et que là on est différemment, on est dans la forêt, dans la présence, et moi j'aime beaucoup l'idée que les morts sont parmi nous, non pas comme des zombies, mais comme des êtres qu'on chérit. Et je me souviens d'ailleurs, Ritty, que quand on a vu l'image manquante à Cannes, une partie de ta famille qui avait survécu était là, avec des enfants, et c'était un instant sublime. Sublime. Merci. Est-ce que je passerai volontiers la parole à la salle si vous avez des questions, la première étant toujours la plus difficile. Donc est-ce que Madame, qui est là? Merci Ritty, merci Christophe. Bonjour, bonjour Ritty Pan, bonjour à vous tous. J'avais une question, moi également je travaille sur l'image manquante, je suis aussi réalisatrice et je travaille sur ma mémoire d'enfant qui a vécu dans un camp de réfugiés après la prise du Pathet Lao au Laos, et j'avais 1 an et demi. Donc j'ai aucune mémoire de cette histoire-là et je vais à la recherche de cette mémoire au travers du récit d'autres personnes qui étaient aussi également enfants à cette période sur 10 ans près, dans ces camps de réfugiés. Et du coup, moi j'explique ma quête par le fait que je suis une survivante. Et là, on va rentrer un peu dans la psychanalyse, même si on ne veut pas. Je voulais vous demander, qu'est-ce que chez vous, cette notion de survivance, quel est le fait d'être survivant, est-ce que, avec ce que ça comporte de responsabilité, de culpabilité, voire de déni parfois, comment en fait ça a servi à vos récits? Est-ce que ça fait partie, en fait, cette responsabilité de survivant, est-ce que ça a déterminé en fait votre travail? Et qu'est-ce que vous allez expier à travers ça? Et qu'est-ce que vous recherchez à réaliser à présent, quoi? Et est-ce que c'est toujours d'actualité, par contre? Je sais pas si c'est très clair. Difficile. Oui, c'est difficile le titre de survivant que je n'aime pas trop, quoi. Je sais, je le suis, mais il y a encore 2 jours, j'ai raconté encore comment j'ai survécu et je comprends pas pourquoi, quoi. J'avais une blessure. Tout le monde mourait autour de moi et je suis seul à sortir. On sentait déjà les cadavres, on sentait plus humain. La survivance, c'est comme ça, c'est un peu le déchet de quelque chose.
Il y a beaucoup de... faut après construire bout par bout, mais on ne sera jamais un vivant complet, un vivant plein, un vivant original. Mais plein de fêlures, plein de choses brisées. Bon, j'apprends à vivre avec ces choses pénibles. Et j'aspire à rien du tout. Je voudrais juste un peu moins de colère, je pense. Encore une fois, et plus paix, plus joyeux. J'adore faire des blagues, vous savez, dans la vie. Je blague énormément, j'adore rire. Et c'est tout de suite le survivant vous rattrape. Parfois je résiste, parfois j'arrive pas. Quand j'arrive pas, j'esquive. Voilà, moi, je vous souhaite s'en sortir le plus vite possible, être libre. Je crois que quand même, grâce à quelques-uns, quelques cinéastes qui m'a appris la liberté, comme Jean Macaire ou Jean René, ou Casavetes. J'en ai 2 ou 3 qui m'enseignent la liberté. Et avec cette liberté-là, vous pouvez faire beaucoup de choses qui j'espère, vous amènera à la paix. Moi, ce que je cherche, c'est ça, c'est d'être calme, sourire, pas forcer, d'arriver à rire, à sourire, à apprécier le goût des choses, la nourriture. Vous savez, des fois, je vais au supermarché et j'achète pour 50. Je vais au marché, j'achète pour 50. J'en ai pas besoin. Parce que j'ai cette sorte de famine qui me guette et j'ai comme une maladie d'acheter des kilos de viande, et des légumes et tout ça, que je pourrais pas manger. Des choses comme ça, bêtes. Et voilà, comme les conséquences de la famine, par exemple. Hein. C'est pas le même symptôme pour chacun. Et est-ce que ça sort tout ça? J'en sais rien. Quand mon frère voulait... J'essaie de convaincre mon frère de venir visiter le pays. Et il m'a donné une réponse très juste. Il me dit... qui me garantit qu'après rentrer au pays, je me sentirai mieux? Non, on ne sait pas. Finalement, il est venu quand même. Ben, j'espère qu'il sent mieux maintenant. Voilà. Mais le film, c'est ça. Si ça touche, si les gens... Moi, ce qui m'a beaucoup ému avec le film, par exemple, que j'ai assisté à plusieurs fois. Une fois dans une communauté cambodgienne à Long Beach, qui est la plus grande communauté aux États-Unis. À la fin de projection, il y a une jeune fille qui n'a pas connu les Khmers rouges, qui a grandi aux États-Unis, qui a monté sur scène, qui a pris la micro, qui dit « Merci beaucoup, votre image manquante, c'est la mienne ». Et ça, je crois que c'est le plus belle chose que j'ai reçue, quoi. Ça m'a fait vraiment beaucoup, ça m'a touché, quoi. Et il y a beaucoup de jeunes gens de la... Vous savez, vous avez génération des survivants, et puis il y a les mêmes survivants sont obligés de reconstruire, vivre. Donc les fantômes, ils hantent quand tout va bien. Ils hantent pas tout de suite. Quand on est en plein bagarre, pour survivre, ça va. Mais après, quand vous commencez à avoir un métier, à savoir ce que vous voulez faire, là, les fantômes rentrent. Dans ce moment-là, il faut les gérer, quoi. Qu'ils deviennent âmes. Pour qu'ils deviennent âmes, il n'y a que des projets. Je ne connais pas autre chose que les projets artistiques, quoi. Livres, films, théâtre, peinture, peu importe. Ce qui les rend, les êtres beaux, ce
voilà, il rend hommage à ces personnes qui sont disparues. J'ai cherché autre chose, mais j'ai pas vu autre chose. Et c'est vrai que un film, ça me soulage moi, mais ça peut aussi réconcilier les autres après moi. Hein. Le fameux génération après, que les parents ne disent rien, et ils peuvent se raconter. Mais beaucoup de gens ont vu les films, les Cambodgiens ont vu le film, et puis les parents et leurs enfants parlent ensemble de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, les enfants s'interrogent moins, ils peuvent vivre leur vie. Quand l'histoire devient à tout le monde, il devient universel, vous pouvez avancer. Et quand vous gardez pour vous, il me semble que c'est très compliqué. C'est peut-être ce que tu dis aussi dans la fin de ce film, que tu dis, si l'un d'entre nous, tu dis, il y a beaucoup de choses que l'homme ne devrait pas voir ou connaître. S'il les voyait, ce serait mieux pour lui qu'il meure. Mais si l'un de nous voit ces choses ou les connaît, sous-entendu qu'il n'est pas mort, alors il doit vivre pour raconter. Et traquer cette image manquante, c'est ce que vous avez écrit tous les deux. Exactement. D'autres questions ? Bonjour, merci beaucoup. En fait, comme j'ai pas d'autres questions, je profite de cette occasion. Comment est née en fait cette collaboration avec vous deux, en fait, qui me taraudait parce que je ne viens pas de ce domaine-là. Donc, je suis là. Donc, comment ça a commencé cette collaboration en fait entre vous, Christophe, et puis Monsieur Riti? Merci. Tu veux répondre, Riti, ou tu veux que je réponde? Ça fait deux versions séparées, deux versions différentes. Oui, non, toi. Non, c'est un éloge du temps perdu, puisque moi je suis dans une maison d'édition où par ailleurs je travaille, où j'ai beaucoup publié de rescapés des camps de la mort, Marceline Loridan, que connaissait très bien Riti, Ginette Kolinka, tout ce groupe de femmes hors du commun, ce qui m'a aussi beaucoup nourri et passionné évidemment, en dehors du sentiment de l'utilité. Et un jour je errais dans un couloir des éditions Grasset, où il y a 34 salariés, et j'ai ouvert un bureau et là il y avait Riti qui discutait avec quelqu'un d'autre et il parlait d'un film qui était Le papier ne peut pas envelopper la braise, un des films de Riti. Et là j'ai fait une chose extraordinaire et débile, c'est-à-dire que moi j'étais un grand admirateur de Riti et de S21 et je lui ai dit si un jour vous voulez raconter votre histoire, peut-être que je pourrais vous aider. Et Riti m'a souri avec une sorte d'air gentil. Et je me suis dit, merde, quel con moi. Comment on peut dire ça à quelqu'un qui a connu cette histoire? Et il ne s'est rien passé, je pense, pendant 1 an. Et puis au bout d'1 an, c'était après Le Maître des Forges de l'Enfer, où je pense que l'épouvantable Douch, filmé par toi pendant 600 heures, ça a été quand même très très difficile. Tu m'as rappelé avec une sorte de message énigmatique qui n'est pas analysé, qui est « Alors, Christophe tu viens à Phnom Penh ?» Et là, j'ai fait ce que peut-être fait un spectateur quand il plonge dans un film de Riti. Je me suis dit, je prends un billet, ça va être certainement spécial, mais parfois dans la vie, il faut recevoir le don qui vous est fait. Je crois qu'on a mis à peu près 5 ans à faire l'élimination. C'est le livre, c'était assez compliqué. Et le don reçu de ce chemin où on a écouté Bruce Springsteen sur la route, on s'est marré, on a beaucoup mangé, pas les araignées qu'on voit dans le film, ça c'est on s'est privé des araignées cuites au bord de la route et c'est devenu une chose magnifique. Et avec cette bizarrerie, moi je vois tonton Riti pour la première fois je crois depuis 6 mois et c'est beau aussi dans cet univers de violence, une sorte de fraternité comme ça, peut-être silencieuse, peut-être sous-jacente, qui ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Je pense que Riti est plus anticapitaliste que moi, mais qui fait une connexion historique avec un pays qui a en partie disparu, quand même de connaissances, parce que j'ai appris des mots très utiles comme Santebal, des mots du monde Khmer rouge que personne ne connaît. Et puis j'espère qu'un jour, un de mes enfants pourra regarder l'image manquante en se disant c'est quand même très très bizarre, c'est son ton de là-bas, et qui sera touché. Ça te va?
le chef. Oui, oui. Parce que c'est lui le chef. Hein. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de travailler, découvert ce que c'est travailler pour un cinéaste. La voix du film, par exemple, c'est Randall Duke, qui est prof de mathématiques à Polytechnique et qui a un rapport évident avec le Cambodge. Moi, j'ai pu faire plusieurs films avec Riti et Livre, et cette espèce quand même de petit groupe admiratif et proche, c'est aussi une lutte non pas contre Universal et Vivendi, mais une façon quand même de se dire, bon, il y a des projets, le flux d'images est gigantesque, mais peut-être qu'au milieu de ce flux, il y aura un petit personnage en terre cuite, aujourd'hui réduit à la cendre, qui va nous arrêter. Et que ce combat-là de l'unicité, je parlais de la fixité des images, il n'est jamais terminé. Et on voit à Angkor Wat les statues que n'a pas volées André Malraux, et qui sont toujours là, et qui nous observent, et qui nous intriguent. Et peut-être que c'est ça, un très grand film. Bah écoute, on va finir là-dessus, alors. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie infiniment tous les deux. Merci. Riti, merci d'être là et d'avoir pris ce temps. Merci Christophe. Merci. J'espère que... À très vite, Riti, à très vite. Et j'espère qu'on a participé à votre réflexion, à l'agitation de nos neurones conjoints sur cette notion d'image manquante que vous avez travaillé dans ce film si fortement. Merci infiniment, Riti. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.